Bel Joseph Antoine, ancien footballeur, l'un des gardiens de but les plus célèbres et respectés de l'histoire du football africain. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci infiniment de nous honorer par votre majestueuse présence, car en plus d'être connu comme ancien footballeur, vous êtes chef traditionnel. Et j'ajouterais même auteur. Oui, vous pourriez trouver beaucoup d'autres titres, mais bon, je vis avec tout ça et je vous répondrai, comme je réponds à tout le monde, à ces divers titres. Avec vous, nous parlerons de votre vie, de votre parcours, de votre trajectoire, de vos aspirations, de vos expériences avec les différents clubs dans lesquels vous avez évolué, y compris l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables. Bref, vos pensées sur l'évolution des gardiens de but, vos réflexions sur les matchs mémorables, ainsi que votre opinion sur le football moderne aujourd'hui. Joseph Antoine Bel, souvent appelé Jojo Bel, né le 8 octobre 1954 à Mwendé. Mwendé, alors, c'est un petit village situé en plein cœur de la Sanaga-Maritime, région du littoral du Cameroun. Oui, c'est un petit village aujourd'hui, mais ce fut un grand village. C'est un village martyr. C'est la particularité des Camerounais est que ils ne connaissent pas forcément leur histoire parce qu'elle a été écrite par d'autres et qu'il y a beaucoup de choses qui sont occultées. C'est l'un des villages qui fut rasé à l'époque par un certain colonel Lamberton, à l'époque où l'armée avait quasiment pris le pouvoir au Cameroun, je veux bien dire l'armée française. Et donc, ce monsieur avait créé une zone qu'il appelait la zone de pacification, à Zopak, et qui allait donc de la sortie de Yaoundé à l'entrée de Douala. Et cette opération l'a conduit à raser près de 150 villages. Les gens de ces villages ont été forcés d'abandonner leur maison pour aller dans ce qu'ils appelaient des zones de regroupement. Donc vous pouviez vous retrouver en plein milieu de nulle part parce que le colonel Lamberton avait décidé que pour des raisons de sécurité, c'est là que vous deviez habiter. Et donc vous déménagiez à vos propres frais. Vous reconstruisiez donc à vos frais, ce qui fait que le jour où, et notamment donc pour mon village, lorsque mon père, dont la case était la seule qui avait survécu, mais aujourd'hui je comprends pourquoi, c'est pas que on lui a fait un cadeau, c'est que c'était la seule qui était en dur. Les autres étant en terre battue, ont fini par s'écrouler, par s'effondrer, puisque comme tout le monde le sait, une maison inhabitée se dégrade très très rapidement, encore plus quand elle se situe comme ça en zone rurale. Et donc, lorsque plus tard, 10 ou 15 années plus tard, après des revendications de mon père, le sous-préfet a donné l'autorisation de revenir, évidemment les gens avaient le droit de revenir, mais n'avaient pas les moyens de revenir, puisqu'il aurait fallu encore une fois reconstruire par leurs propres moyens. Ils n'étaient pas accompagnés par l'État, il n'y avait pas de mesures d'accompagnement. Donc on a ainsi des gens qui sont de mon village, mais qui habitent ailleurs et qui viennent à Mwendé pour cultiver leurs champs et qui se réclament 100% de droits. Donc ils sont de Mwendé. Voilà. Alors, 1954, à nos jours, vous avez donc 70 piges, 70 ans. On va se fixer un point de départ, votre naissance à Mwendé, 6 ans seulement avant l'accession du Cameroun, votre pays, à la souveraineté internationale. Votre enfance à Mwendé, quand on sait que vous le disiez dans votre propos introductif, Mwendé était cette zone tenue. Mwendé, le A. était cette zone tenue par l'armée coloniale française de l'époque. Votre enfance à Mwendé. Oui, c'était l'enfance de tout le monde. C'est que
Vous courez, vous allez partout. Mon père était instituteur, directeur d'école, donc en réalité, c'est pendant les vacances que nous repartions là-bas. Parce que mon père a enseigné là-bas, bien sûr, mais il a enseigné à Douala, à Japoma, à Kribi, à Dizangue, je pense même à Loum, je sais plus. Mais voilà. Donc il a à Kopongo, à côté de Déa. Donc il a beaucoup voyagé. Mais la particularité était qu'étant lui-même fils de chef, il s'était donné l'obligation de toujours repartir en vacances dans son village. C'est comme ça que j'ai appris et retenu pour moi-même d'aller dans mon village à toutes les vacances. Donc pendant toute ma carrière de footballeur professionnel, il faut savoir que je venais de l'étranger et que mes 10 jours de vacances, je trouvais toujours le moyen de me rendre au village pour 2 ou 3 jours. Bien que, comme je le disais, il n'y avait qu'une seule case. Celle de votre père. Oui. Votre enfance, comme l'enfance de tous les jeunes de votre âge de l'époque, l'école primaire. Entre l'école et les loisirs. Et puis, peut-être que les jeunes d'aujourd'hui, ou en tout cas une partie d'entre eux, ne connaissent pas trop ça, et les tâches ménagères, puisque il revenait aux enfants. Quand on parle de l'éducation passée, il faut souvent aussi savoir mettre les mots sur ce qui se passait. C'est que les enfants étaient naturellement sollicités pour accompagner leurs parents. Donc chacun dans une maison apporte quelque chose. Vous pouvez faire la vaisselle, donc c'est pas votre mère qui va la faire, c'est les enfants qui devraient la faire. Vous pouvez mettre la propreté dans la maison, ça c'est le rôle que vous allez jouer. À cette époque-là, il n'y avait pas l'eau courante dans les maisons, il faut aller chercher de l'eau, ça c'est les enfants qui doivent pouvoir le faire. Donc, c'est vrai que pour ceux qui regardent sans essayer de creuser, ça veut dire que dans une maisonnée, chacun apporte sa contribution à la bonne marche de la maison. Et la maman est la chef d'entreprise, c'est elle qui gère tout ça. Et comme beaucoup de familles à l'époque, les familles nombreuses, la maman est une vraie chef d'entreprise pour gérer les 4, 5, 6, 7 ou 8 ou 9 enfants. Donc le primaire se passe où? À Kribi. Mais je crois, je me revois encore commencer aller à l'école à Japoma, mais je crois que c'était de la maternelle. Puis mon père est affecté à Kribi. Mon père y est affecté à la veille de l'indépendance, donc je sais que j'ai défilé à la place de l'indépendance de Kribi en 1960 comme enfant élève je sais pas, du coup, préparatoire ou quelque chose comme ça. En tout cas, des gens qui étaient en culotte. Et lorsqu'on a 6 ans, 6, 7 ans, comment est-ce qu'on vit le passage à la souveraineté internationale? Oh, je ne crois pas qu'on y comprend grand-chose. Oui. Parce que tout ce qu'on peut raconter, on le comprend au fur et à mesure parce que c'est une continuité. Donc, c'est pas comme si, à l'instant même, on le comprenait vraiment. On sait qu'il y a une fête, on sait que ça s'appelle l'indépendance, mais en tant qu'enfant, on ne voit pas bien ce que ça veut dire. C'est avec les années qu'on comprend un peu, 2, 3 ou 4 ans plus tard, ce qu'on faisait. Mais, la fête de l'indépendance, je me rappelle que c'était effectivement une grande joie pour tout le monde. Et probablement que de naître à ce moment-là, d'être là à ce moment-là a été une chance pour moi parce que je suis forcément le produit de ce que j'entendais à cette époque-là, qui m'amenait à réfléchir. Effectivement, l'indépendance voulait dire qu'il y a des gens qui nous géraient et que maintenant on doit pouvoir se gérer soi-même. Mais avant l'indépendance, il y avait la bagarre, le combat pour l'indépendance, et je peux vous certifier qu'au départ,
aujourd'hui, quand on vous parle de combat, chacun verrait des armes. Or, la vérité est que au départ, il n'y avait pas d'armes. C'était un combat intellectuel, c'était un combat politique, c'était un combat d'idées. Et quand je disais que l'histoire n'est pas toujours bien racontée, on prend des raccourcis qui font que les jeunes pensent que pour l'indépendance, ça a été tout de suite des maquettes et des fusils. Non, moi je pense que c'était un combat d'idées et c'est peut-être l'occasion pour moi de dire l'escroquerie qui a eu lieu pour moi. Parce que ce combat d'idées-là, un combat politique a été gagné par les Camerounais émancipés de l'époque qui se battaient pour tout le monde. C'est celui-là qui a été remporté à New York avec l'UPC de l'époque que tout le monde ensuite, toujours dans l'escroquerie, on a fait passer l'UPC pour le parti d'une tribu, ce qui était faux. L'UPC était un parti indépendantiste. Alors, ceux qui pourraient vous dire, il suffit de réfléchir un peu, mais la vie actuelle va tellement vite que les jeunes n'ont pas forcément le temps de réfléchir. Si vous êtes dominé et occupé par des étrangers, si vous avez un parti indépendantiste, ceux qui ne seraient pas indépendantistes seraient quoi? Si vous pensez à ça, vous vous dites, mais moi, si j'avais été là, je me serais mis de quel côté? Est-ce que vous vous seriez mis du côté de ceux qui exploitaient les Camerounais, l'oppresseur, ou ceux qui voulaient que les Camerounais soient libres et se gèrent eux-mêmes? Donc c'est facile de comprendre que l'UPC n'était pas un parti ethnique. Et pour ceux qui prennent un peu la peine de lire, si vous lisez, vous verrez à ce moment-là que si le secrétaire général était Bassa, vous ne pourrez pas citer un deuxième Bassa dans la direction de l'UPC de cette époque-là. Au moment où on va la déclarer illégale, il n'y a pas un deuxième Bassa, donc le parti ne pouvait pas être Bassa. Et s'il y a bien quelqu'un qui nous a prévenu contre le tribalisme, c'est le secrétaire général de l'UPC de l'époque, Oumniobé, qui a bien dit que le danger pour nous serait d'accepter le tribalisme comme mode de fonctionnement. Que les ethnies existent, c'est normal. Cela devrait être une force pour nous, mais ça ne peut pas être un critère dans notre vie et dans nos choix. Et il avait, ce que j'ai retenu, moi, c'est qu'il y avait deux choses. C'est qu'il disait qu'on ne doit pas tomber dans le piège de l'ethnie et du tribalisme et qu'on ne doit pas tomber dans le piège de la violence. Il disait que précisément parce que notre adversaire nous avons un adversaire commun qui était de loin mieux armé que nous, il ne fallait pas qu'on cède à la tentation de la violence parce que nos aspirations seraient noyées dans notre propre sang. Voilà ce qu'il disait. Donc, je ne vois pas comment un Camerounais authentique de l'époque aurait pu ne pas être UPCiste. Maintenant, pour ramener à ce que vous en savez aujourd'hui, il faut savoir que l'UPC a été déclaré illégal, que après nous sommes passés à l'indépendance avec toutes les associations et le parti indépendantiste déclaré illégaux. Oui. Tout le monde. Et donc, du coup, nous sommes un pays qui est passé à son indépendance sans les indépendantistes. Ah, ok. Voilà. Et donc, quand je parle de supercherie et d'escroquerie, c'est ça. Et d'ailleurs, je peux aller plus loin. Nous sommes passés à l'indépendance avec les dirigeants que le colon nous avait donnés. Imposés pratiquement. Oui, imposés, bien sûr. Les dirigeants de l'époque étaient le choix du colon. Et c'est eux qui sont passés à l'indépendance. Il n'y a pas eu d'élection avant l'indépendance pour dire, comme vous allez devenir indépendant, choisissez vos dirigeants. Voilà, il faut que la jeunesse sache ça. Sache cela. Voilà. Et aujourd'hui, quand je parle de l'UPC, pour moi, donc après l'UPC ayant été déclaré illégal avec toutes les autres associations indépendantistes et les syndicats de l'époque, ça a duré près de 40 ans. Donc, lorsque le président Biya
ouvre pour dire on va revenir à la démocratie et qu'il dit au RDPC apprêtez-vous à la concurrence, on ouvre les portes. Malheureusement, à mon sens, encore une fois, tout le monde se trompe. L'UPC, qui n'a pas existé pendant 40 ans, ne peut pas à ce moment-là juste mettre le sigle et penser que c'est la même chose qu'il y a 40 ans. Il y a 40 ans, non. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour moi, l'UPC aurait dû rester, je donne mon avis, aurait dû rester au musée parce que l'UPC appartenait à tous les Camerounais, l'indépendance appartenait à tous les Camerounais, l'UPC n'aurait jamais dû renaître sous la forme, et vous avez vu, vous êtes jeunes, mais ceux qui ont été là il y a une vingtaine d'années ont bien vu, un peu plus d'ailleurs, ont vu comment l'UPC était devenu l'UPCK, l'UPCN, l'UPCZ et tout ça. Donc ça veut dire que ce n'était plus du tout la même chose et que ça n'est jamais plus la même chose. Voilà, des gens se sont appropriés à titre personnel l'UPC. Le combat de l'UPC. Voilà, donc non. Alors, essayons d'évoluer, Bel Joseph-Antoine. En 1970, on est là encore, on va parler toujours de l'indépendance. 1970, 10 ans seulement après, alors que vous n'avez que 16 ans, vous signez votre première licence avec Éclair de Douala. Oui. Et c'est ainsi que commence votre carrière de footballeur. Sauf que ce qu'on aimerait savoir, c'est à quel moment comment est-ce que vous réussissez à concilier donc vos nouvelles fonctions dans le football et les études secondaires? Non, d'abord... Et les études universitaires. D'abord, il faut savoir que le football était amateur. Et donc, que tous ceux qui y jouaient à l'époque avaient une occupation, et je n'étais pas un cas singulier. Il y avait beaucoup de footballeurs qui allaient à l'école parce que le football n'était pas un métier. Donc vous ne pouviez pas vous empêcher le métier d'un enfant de 16 ans, c'est élève. Ok, oui. Et donc, si vous voulez jouer au football, qui est un loisir, vous êtes élève et vous jouez au football. De la même manière que des gens plus âgés de 25 ou 26 ans travaillaient dans des sociétés de transit, compagnies aériennes ou de chemin de fer et jouaient au foot, vous essayez d'accommoder les deux. Maintenant, c'est vrai, ce qu'on ne sait pas au Cameroun, c'est que si on adore les sportifs dans le monde, c'est que pour réussir, il faut être exceptionnel. C'est-à-dire, si les entreprises recherchent des sportifs, c'est pas pour engager quelqu'un qui est juste sportif. C'est pour engager un cadre qui est comme les autres et qui est sportif en plus. Donc le sport n'est pas un moins. Le sport n'est pas une raison pour ne pas aller à l'école. Exactement. C'est que justement, si vous êtes recherché ensuite, c'est parce que vous allez à l'école comme les autres et que vous pratiquez du sport en plus. Donc vous êtes quelqu'un qui a en lui les vertus du sport pour pouvoir exprimer tout ce que l'école apporte à tout le monde. Et si les gens sont scotchés devant leur téléviseur à regarder du sport, c'est que confusément, ils voient chez le sportif des qualités qu'ils aimeraient posséder, qu'ils savent être des qualités, mais qu'ils ont du mal à exprimer. Donc, la performance, par exemple. La performance demande la détermination, la volonté, beaucoup d'engagement. Donc, quand vous posez la question, c'est simplement que, je vais donner un exemple. Je vais jouer, je joue à Oris de Douala et on va aller jouer à Konolinga pendant le week-end, donc le dimanche. Ça n'arrête pas les cours de lundi. Ok. Donc vous irez à Konolinga jouer, vous reviendrez dans la nuit, mais lundi matin, il faut être au lycée. Donc, si on va vous admirer, c'est parce que au lieu de dormir chez vous, parce que vous avez voyagé la nuit, vous avez joué hier, c'est que vous avez la volonté, la détermination de vous relever le lundi matin pour être présent au lycée à 7h30 comme tous les autres, sans être distingué. Et maintenant, ce que vous devez ajouter, et ce qui me motivait,
C'est simplement que comme j'avais la chance d'avoir mon père enseignant qui avait de la pédagogie et qui savait comment montrer les choses, j'avais pu remarquer grâce à lui que l'élève en classe, effectivement, qui n'a pas la bonne réponse, a une manière de se lever. Celui qui pense avoir la bonne réponse... Il a une certaine assurance quand il s'élève, bien entendu. Celui qui a la bonne réponse a une certaine assurance. Celui qu'on désigne, parce que d'ailleurs, celui qui a la bonne réponse, c'est lui qui lève le doigt. Alors que l'autre n'a pas levé le doigt, mais on le désigne. Il va se lever nonchalamment et tout, et puis quand il est finalement debout, il ne dit rien. Bon, il n'a pas de réponse. Donc, j'avais en tête ces plaisanteries de mon père qui faisaient que quand je rentrais d'Akonolinga à 2 ou 3 heures du matin, en prévision des cours du lendemain, j'avais quand même le courage de dire « Tu ne veux pas, après avoir été à Akonolinga, être ridicule demain. Quand tu es au lycée, tu es un élève comme les autres. Tu n'es pas un footballeur. Au lycée, tu es un élève. Et au Stade Auris, comme ça s'appelait, le Stade Auris c'était l'espace. Aujourd'hui, c'est la Voie Express qui est en dessous de Sconel. C'était là le Stade Auris. D'accord. Voilà. Donc, quand tu es à l'entraînement au Stade Auris, tu es un joueur de l'Auris de Douala. Bon, donc voilà. Et donc, quand je revenais, je prenais la peine de lire encore mes cours pour que à l'école, il n'y ait pas de différence entre les autres élèves et moi. Je ne voulais pas être celui dont on dit qu'il est star de foot et dont on dit mais c'est un cancre. En classe, il comprend rien. Donc, il fallait qu'en classe, je sois comme les autres. Mais qu'est-ce qui fut l'élément déclencheur? Vous êtes jeune, élève, mais vous choisissez le football quand même. Non, je ne choisis pas. Comment ça se passe? C'est une erreur que, d'ailleurs, quand des parents viennent me voir, je leur dis, ne me dites pas mon fils a choisi le foot. C'est le foot qui choisit. Ah, d'accord. Il est tellement compétitif. Figurez-vous qu'il y a plus de 100 ans, on a démarré le foot, on jouait à 11. Et aujourd'hui, on joue encore à 11. Le Cameroun a démarré avec 0 médecin. Aujourd'hui, ils sont des milliers et on en redemande. Ça veut donc dire qu'il y a plus de médecins, plus de places de médecins au Cameroun que de places de footballeurs. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous choisissez le foot, c'est pas vrai. C'est le foot qui va vous choisir. Pourquoi? Parce que si vous choisissez le foot, vous ne réussirez que si le foot vous a pris. Et le foot ne vous prend que si vous êtes bon. Exactement. Et le foot ne prend que ceux qui sont excellents. Donc, il prend pas à peu près. D'ailleurs, il y a des endroits où le foot ne marche pas bien parce qu'on a commencé à prendre sur d'autres critères. Mais le critère, c'est simplement l'excellence. On prendra que celui qui est... Vous pouvez être 20 très bons joueurs. Et mon poste est un exemple parfait, la caricature même de ce que je dis là. Si vous êtes 20 très bons joueurs, il n'y a aucun entraîneur qui alignera 20 joueurs. Jamais, non. Donc, vous pouvez être 2 gardiens extraterrestres. On ne mettra jamais les deux. Il y en a un seul. Il y en a un seul qui jouera. Donc, du coup, ça veut dire que c'est pas vous qui choisissez, c'est le foot qui vous choisit. Et donc, moi, je ne jouais pas au foot pour avoir choisi le foot. Je jouais au foot, je l'ai expliqué, comme loisir. Donc, je n'y allais pas en disant je suis professionnel de foot. Je vous ai dit, un enfant de 15 ans, 16 ans, il est élève, il n'est pas footballeur. Le football, ça pourra venir ensuite. Donc, voilà, je jouais au foot et il se trouve que je jouais bien. Et ça, c'est peut-être aussi le secret. Il faudrait comprendre que on ne va que dans une activité qu'on comprend bien. De la même manière qu'à l'école, quand vous voyez un enfant qui vous dit qu'il n'aime pas l'école, c'est parce qu'il comprend pas. Donc, il faut essayer de lui expliquer. Tous ceux qui fuient les maths, c'est parce qu'ils ne les comprennent pas. Ça, c'est clair, oui. Bon, donc, si on leur explique, du moment qu'ils comprennent, ils voudront toujours venir au cours de maths et ils voudront toujours faire des maths. Donc, du coup, le football vous a choisi grâce à vos compétences et à la compréhension que vous faisiez à l'époque de
du système de jeu. Oui. Mais vous n'êtes pas gardien de but tout de suite, vous. Ça, il faut le dire. Non. Justement, peut-être même que si j'ai fait tout ce que j'ai fait, c'est parce que tout petit, ce que je voulais être, c'était gardien de but. Mais ce que vous venez de dire m'amène à expliquer que, oui, pour certains, ils pensent que je n'ai pas été gardien de but tout de suite. Pourquoi? Quand nous arrivons en 6e au lycée, on était interne. Donc, vous arrivez le premier jour, vous ne vous connaissez pas, mais vous vous retrouvez, vous savez que vous, les tout petits, c'est que vous êtes, c'est vous les nouveaux, ça se voit les nouveaux. Donc les nouveaux, je leur ai proposé, puisqu'on ne foutait rien, la rentrée était, je crois, le lendemain, donc je dis, on pourrait se cotiser et aller au marché qu'on appelait à l'époque le marché Lagos, qui est aujourd'hui marché central. Marché central de Douala. Voilà. Donc, pas bien loin quand on part du lycée technique. Donc, on cotise, on va acheter une balle pour pouvoir jouer dans la cour et s'occuper un peu. Mais comme on se connaît pas, et que moi, d'où je viens, j'ai toujours joué un peu dans le champ et dans les buts. Là, je viens, quand on se met à jouer, je joue dans le champ. Oui. Ils me connaissent pas, donc ils sont persuadés que je suis joueur de champ. Voilà. Au bout de plusieurs semaines, on a bien des gardiens de but, et un jour, je dis que je vais dans les buts. Donc, tous les anciens du lycée technique étaient persuadés de m'avoir vu commencer dans les buts. Ça m'a d'ailleurs valu, comment je pourrais appeler cela, une certaine contestation, une certaine défiance. J'étais si bon, étonnamment si bon, qu'ils ne l'ont pas admis, puisqu'ils pensaient qu'ils m'avaient vu débuter dans le but. Donc, ils m'opposaient toutes les semaines un nouveau gardien au lycée qui devait être meilleur que moi. Parce qu'on avait du mal à accepter, d'ailleurs, beaucoup plus tard encore, quand je jouais déjà en première division au RIS de Douala, ma manière de jouer dans le but était si singulière que les gens disaient que j'étais chanceux quand j'étais dans les buts, le ballon ne venait pas, parce qu'en plus, comme j'étais petit, j'étais précoce, donc tout le monde se disait on va voir comment il va s'y prendre, ce petit, comment il va s'en sortir. Donc même un match pouvait effectivement s'achever sans qu'on ait l'impression qu'il y a eu une occasion de but contre moi. Donc on disait il a de la chance. Ok. Mais en réalité le secret, puisque vous l'avez pas demandé, le secret était simplement que j'avais une compréhension du jeu qui m'avait amené depuis longtemps à dire que mon rôle de gardien n'était pas simplement d'attraper des ballons. Mon rôle était de faire en sorte que mon équipe n'encaisse pas de but et que pour ne pas encaisser de but, cela ne dépend pas uniquement de moi, cela dépend de l'équipe. Et donc, si je place mes joueurs correctement, le ballon pourrait ne pas arriver jusqu'à moi. Et donc, pour moi, la notion de danger était que si vous avez un accident, aujourd'hui, avec la télé, c'est facile à démontrer, si vous avez un accident, que vous prenez les images de l'accident, une seconde avant l'accident, il n'y a pas encore l'accident. Exactement, oui. 5 secondes, encore moins. 10 encore. Et ainsi de suite. Ça veut donc dire que vous pourriez voir ce qui pouvait être fait pour que l'accident n'arrive pas. Le but, c'est pareil. S'il y a... Il a un point de départ. Il y a un point de départ d'une occasion de but. Je prends l'action la plus simple. Il y a un centre et un coup de tête. Donc, si on empêche le centre, il n'y aura pas le coup de tête. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, à faire en sorte que mes joueurs puissent empêcher le centre. C'est ce qui m'a amené, à titre personnel, à couper le centre, qui faisait que si moi je sors de mes buts et que je prends le ballon avant qu'il n'atterrisse sur la tête d'un adversaire, il n'y aura pas de coup de tête et pas de but. Et pas de centre parfait non plus, comme les journalistes disent. Donc et seulement quand je sors ainsi, ça paraissait si simple que pendant longtemps, on ne m'a pas accordé de crédit pour tous ces ballons que je sortais captés avant qu'ils ne soient repris par d'autres. J'ai eu de la chance, je suis arrivé en France et là-bas, le regard était différent. Voilà. Et là-bas, je dois aussi le dire, j'ai eu vraiment de la chance, comme je dis, quand j'arrive en France, par exemple,
D'abord, c'est la France, donc la communication est meilleure qu'au Cameroun. Mais j'arrive en France l'année où on crée Canal+, et Canal+ en service de sport. Service de sport veut dire des émissions, et la chance veut que le chef de service des sports de Canal+, c'est Charles Bietri, qui voit, lui, pendant que tout le monde disait en France qu'il est arrivé quelqu'un de bizarre, lui, il a regardé justement le quelqu'un de bizarre différemment. Et il est venu me trouver pour que je puisse expliquer à la France ce que je fais, comment je joue dans les buts, pourquoi suis-je si différent et pourquoi je fais ça comme ça. Ce qui m'a permis, là-bas, une grande partie de la respectabilité dont je jouis là-bas vient de ce que j'ai expliqué ce que je faisais. Je n'étais donc pas le gardien fou, comme tout le monde pensait à l'époque que pour jouer dans les buts, il faut être fou. On s'est dit qu'il était peut-être arrivé un fou supplémentaire, qui jouait en pantalon, qui n'est pas souvent sur sa ligne, il joue au pied. Donc il a fallu que j'explique pourquoi je faisais tout ça et qu'est-ce que ça apportait comme efficacité. Et c'est comme ça que tout cela a été reconnu. Voilà. Est-ce qu'à côté de ça, ça n'a pas suscité également des critiques de la part de vos coéquipiers ou de l'équipe adverse ou de vos... Ah non, justement. L'efficacité a ceci de particulier que ceux qui ne sont pas concernés peuvent ne pas l'avoir. Mais ceux qui sont concernés, si je suis arrivé jusqu'à Marseille, c'est bien parce que, par exemple, à Oris de Douala, j'avais 16 ans et l'autre gardien en avait 20. Nous étions si copains que la direction du club avait décidé que nous jouerions un match sur deux. Donc, il n'y avait pas de concurrence. Chacun de nous jouait un match parce qu'on disait c'est deux amis, on veut pas... Bon. Mais au bout d'un moment, le président est venu me trouver pour me dire que nos partenaires, qui étaient beaucoup plus âgés, avaient été voir l'entraîneur pour demander que cette alternance-là soit stoppée. Et que leur préférence allait pour le plus jeune des deux gardiens. Parce qu'avec le plus jeune, il joue mieux. Oui. Donc, eux avaient compris que ce que le public appelait la chance n'était pas de la chance. C'était qu'ils avaient un patron derrière qui les amenait, qui les bonifiait eux. Donc, ils avaient trouvé que eux-mêmes jouaient mieux avec moi. Et donc, ce qui s'est passé, au lieu de susciter des critiques, comme vous le dites, non, mes partenaires m'admiraient, étaient plutôt contents, les adversaires me redoutaient. Je sais que quand je jouais au Cameroun, les joueurs du Canon, par exemple, me disaient qu'ils aimeraient bien jouer avec moi, pour une raison toute simple. J'étais un gardien qui ne dégageait pas au pied. Mais ça, c'est des choses que le public ne comprend pas. Le public aimait bien ce gardien qui attrape le ballon et qui dégage très loin. Oui. Or, les joueurs, eux, savent. Ce ballon qui arrive en l'air est un véritable danger pour l'avant-centre, puisqu'il a un adversaire dans le dos. Ce n'est qu'aujourd'hui que les arbitres font attention et au coup de coude en avant quand on joue de la tête et au coup de tête contre tête. Oui. Voilà, ça c'est des choses qui n'étaient pas sifflées. Donc le type qui jouait avant-centre redoutait les dégagements de son gardien parce que ça l'obligeait à aller dans une bagarre où il était défavorisé, puisque lui, il avait quelqu'un dans le dos. Voilà. Donc les joueurs savaient que ma manière de jouer, qui consiste à relancer à la main, est meilleure que ce que tout le monde croit être normal. Sauf que lorsque vous relancez à la main, vous relancez dans les 5,50 m pratiquement. Nous sommes pas en contre-attaque. Si, ça aussi, si ce n'est que ça, le Cameroun a battu le Mali. Au Mali, vous demanderez à François Omambiyik. Nous avons marqué un deuxième but sur corner adverse, c'est-à-dire que les Maliens ont corner contre le Cameroun, sauf que je sors comme j'expliquais tout à l'heure, et lorsque je prends le ballon, je relance de la main au-delà de la ligne médiane. Et François Omambiyik va marquer. Donc, c'est un problème quand vous avez, en fait, d'abord, il faut savoir varier le jeu. Vous ne faites pas toujours la même chose. Vous jouez à côté parce qu'il y a une solution à côté. Mais si vous avez une meilleure solution à 30 mètres, vous jouerez à 30 mètres. Si vous avez une meilleure solution à 40 mètres, vous jouerez à 40 mètres. Si la solution est à 60 mètres, 70 mètres, vous jouerez. Et donc, ça ne veut pas dire que je ne dégageais jamais
au pied. Mais ça veut précisément dire que s'il y avait une contre-attaque à 60 mètres et que de la main je pouvais pas y arriver, c'était au pied. Mais là, c'est en situation de contre-attaque. Est-ce que ce style de jeu, vous avez l'impression qu'il a marqué d'autres joueurs, Il n'a pas eu besoin de marquer d'autres joueurs, puisque c'est ça qui est appliqué aujourd'hui. Je voulais vous dire que quand vous voulez me reprocher de relancer à 5 mètres, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Qu'on joue tout à côté du but. Donc moi, je faisais ça sans que ce soit le règlement qui m'y oblige. Il y a plus de 40 ans, il y a 50 ans aujourd'hui, que je jouais à la main, comme ça. Et aujourd'hui, on découvre que c'est ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, pour anecdote, en 1996, alors que j'ai arrêté ma carrière, j'arrive en Afrique du Sud pour regarder la CAN. J'avais un rendez-vous là-bas. Et puis un journaliste hollandais va m'aborder en disant, ah, monsieur Bell, moi je vous connais et tout, voilà, je suis un ami de Johan Cruyff. Johan Cruyff avait les cassettes de vos matchs et il les montrait à Menzo, le gardien de l'Ajax, et au gardien de l'Ajax en disant voilà comment il faut jouer dans les buts. Donc Johan Cruyff, qui était un grand technicien, avait bien compris il avait joué avec des gardiens qui faisaient autre chose, et là il avait découvert et avait vu que le jeu serait beaucoup mieux développé si on partait de derrière au lieu de dégager au pied et donc de mettre un ballon qui n'appartient à personne, qui est à la bagarre dans laquelle généralement l'attaquant est défavorisé. Donc, Éclair de Douala, Oryx de Douala et quelques clubs au Cameroun avant de... Pas quelques hasards. Prisons de Boya, Union de Douala, Africa Sport d'Abidjan, Arab Contractors au Caire, Lions Indomptables, puis Marseille. À quel moment vous êtes sélectionné justement pour les Lions Indomptables du Cameroun? Je jouais, c'est en passant de Prisons de Boya à Union de Douala, je crois que je suis sélectionné, je crois. C'est en 75. Je pense que on était en septembre 75, donc j'étais déjà joueur de Union de Douala. Et qui est-ce qui était coach à l'époque des Lions Indomptables? Vladimir Beara, on les appelait les Yougoslaves. Aujourd'hui, leur pays a explosé. Vous avez les Serbes, vous avez le Monténégro et tout ça. Donc, la Bosnie, c'était ça. Vladimir Beara a rendu, je crois, de grands services, même s'il n'est pas resté longtemps. Il n'est pas resté longtemps pour la simple raison que c'était un vrai pro avec du caractère. Et ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas nouveau. Il était reparti à l'époque à cause du désordre ambiant. Et il n'a pas voulu continuer dans ces conditions-là. Mais c'est Dieu qui nous l'avait envoyé parce que Vladimir Beara nous a laissé les deux gardiens de but qui sont restés les modèles des jeunes. Et qui font que le Cameroun est une terre de gardiens de but. Vous voulez parler de vous-même, Joseph-Antoine Bell et de Tommy et de Thomas Nkono. Oui, c'est Vladimir. On était peut-être doués, d'abord parce que sinon on ne vous appelle pas en équipe nationale si vous n'avez rien. Bon, mais maintenant, il se trouve que lui, entraîneur national, c'est lui. En tout cas, moi j'ai beaucoup appris de lui parce que c'était quelqu'un, d'abord dans son pays, il avait été international au poste de gardien de but, il avait été en Coupe du Monde, il avait été considéré parmi les meilleurs au monde, était devenu entraîneur, donc avait quelque chose à transmettre, et je crois qu'il nous a transmis beaucoup. Moi, j'en ai retenu, jusque-là, les gens croyaient que gardien de but, c'était un poste facile. C'est grâce à lui qu'on a bien compris, non pas par la pratique, mais par quelqu'un qui était passé par là, que le poste de gardien de but est le plus difficile. Je vous parlais tout à l'heure de l'homme que vous devez être quand vous êtes sportif. Vous devez être comme tout le monde, et sportif en plus. Et Vladimir Beara nous avait montré que pour être gardien de but, fallait être d'abord footballeur comme les autres, et gardien de but en plus. Donc vous vous entraîniez avec les autres, et il vous commençait
un entraînement spécifique de gardien de but à la fin. Donc quand les autres sont assis, c'est là que vous continuez près d'une demi-heure à travailler, au point que les autres joueurs disaient on a pitié de vous, parce que effectivement là tout le monde voyait qu'il y avait c'était pas jusque là l'entraînement pour un gardien de but, c'était de faire 2 camps. Vous étiez dans le but. En fait, vous subissiez l'entraînement des autres. Donc, alors que avec Béara nous avait montré l'entraînement spécifique du gardien de but. Et ça. Donc, vous êtes appelé en sélection. Ouais. Première sélection, justement. Premier match avec Bel Joseph-Antoine dans les goals, dans les buts. Ouais. Quel souvenir gardez-vous de cette époque? Et d'ailleurs, avec quelle était l'équipe adversaire des Lions Indomptables ce jour? Voilà. On m'a appelé pour la première fois, comme je disais, en septembre 1975. Et je dois dire la vérité, c'était comme toujours d'ailleurs. C'était une fausse équipe nationale. Parce que à cette époque-là, les autres pays avaient commencé à le faire depuis. Le Cameroun leur avait emboîté le pas en disant Bia Boya, alors on va faire comment? Donc nous aussi on fait. C'était que une équipe était championne du Cameroun et puis on la renforçait avec des joueurs qui étaient sélectionnés, et que l'entraîneur national, c'est lui qui s'occupait de tout ça. Ça peut-être fait progresser un peu plus rapidement, c'est possible. Mais à l'époque, en réalité, lorsque je suis appelé en septembre 75, là, c'était pour jouer pour le Tonnerre. Donc, d'accord. Oui, le premier match, donc, véritablement avec les Lions, c'est en janvier 1976, c'était Cameroun contre Saint-Étienne, ici à Douala. C'était en match amical? Oui, forcément. Cameroun contre Saint-Étienne ne peut être que match amical. On veut bien comprendre. Une équipe nationale d'un pays contre un club, oui. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas arriver aujourd'hui. Non pas parce que c'est l'équipe nationale d'un pays contre un club. Ça arrive encore chez les autres. Mais c'était le respect qu'on avait pour nous, les relations qu'on pouvait avoir. Et donc, le club de l'AS Saint-Étienne, aujourd'hui, ça ne vous dirait rien, mais c'est exactement comme si aujourd'hui vous aviez Paris, Bayern de Munich ou Real de Madrid qui viendrait ici. Saint-Étienne de 76 était le vice-champion d'Europe. Ils avaient perdu en finale contre le Bayern 1-0. Et donc c'était une très très grande équipe, les Verts, qui venaient au Cameroun pour jouer contre l'équipe nationale du Cameroun. De toutes les équipes, hormis celle de votre pays, le Cameroun, de toutes les équipes africaines où vous avez été, laquelle vous a le plus marqué et pour quelle raison? Vous avez cité... Oui, j'ai été en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, au Maroc. En Égypte. En Égypte. En Égypte, non, les Égyptiens, Arabes Contractors parce que j'ai trouvé là-bas qu'ils étaient largement en avance sur nous. Et c'est après que j'ai commencé à dire que le football camerounais n'était pas dans la bonne direction, mais bon, on a préféré me qualifier de anti-patriote plutôt que d'écouter le message que j'avais à transmettre. J'avais trouvé là-bas une évolution du foot qui fait, d'ailleurs aujourd'hui, on est en plein dedans, qui faisait que pratiquement tous les ans, vous aviez 1 ou 2 clubs égyptiens en finale de Coupe d'Afrique. Voilà. Aujourd'hui, ça se perpétue, même si c'est pas Arabes Contractors. Vous avez toujours le National du Caire redouté, Zamalek redouté. Oui. Et aujourd'hui, vous avez d'autres clubs qui émergent comme Pyramide FC. Mais voilà, parce que là-bas, les clubs de foot sont beaucoup mieux structurés que nous. Beaucoup mieux. Ils ont de la gueule, comme on dirait. C'est vraiment ce sont des clubs professionnels et pas de nom. Nous, on a décrété le professionnalisme. Eux n'ont pas décrété le professionnalisme. Ils ont évolué au point d'atteindre ce niveau de professionnalisme. Donc, et en Égypte, j'ai aussi beaucoup progressé parce que quand je suis arrivé en Égypte, à Arabes Contractors, il y avait un entraîneur anglais, mais l'organisation du club était telle qu'il y avait un entraîneur pour les gardiens, donc spécifique, et donc ça veut dire que tous les jours en Égypte, j'avais un entraînement spécifique, qui était donc la continuité de ce que j'avais
a commencé avec Vladimir Béara, ce qui m'a... Et donc, du coup, à Arab Contractor, vous êtes pratiquement le seul subsahérien qui joue à Arab Contractor. J'étais à Arab Contractors avec un ballon d'or de l'époque qui s'appelait Abdul Razak, un Ghanéen. Ok. On avait un autre coéquipier qui venait de Sierra Leone, Ismaël Daifan, de regretter mémoire, mais il avait du mal à s'adapter, alors qu'Abdul Razak était un authentique grand joueur qui s'est bien adapté, et nous avons été ceux qui ont fait que Arab Contractors, qui n'avait aucune chance en réalité dans le championnat égyptien, a pu rivaliser avec le National Al-Ahly et le Zamalek, et au point que nous avons été champions d'Afrique, ou plutôt vainqueurs de la Coupe d'Afrique, de vainqueurs de coupe, deux fois. Mais est-ce qu'on peut dire que vous avez une capacité d'adaptation assez particulière? Parce que vous partez de la Côte d'Ivoire, qui est un pays presque similaire au Cameroun, ou Arab Contractor dans un pays musulman, arabe. Oui, je me rappelle très bien de mon président ivoirien qui me disait, mais tu vas là-bas, tu vas voir, c'est différent, les Arabes, c'est ci, les Arabes, c'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai une capacité d'adaptation particulière, puisque si vous êtes comme ça, vous ne vous rendez pas compte. Mais je sais que ça ne m'a pas gêné du tout et que j'ai gardé un très bon souvenir de mon passage en Égypte. Comme lorsque je suis arrivé à Marseille, ça ne m'a pas gêné. Effectivement, c'est peut-être de l'adaptation, mais l'adaptation, je pense que la définition de l'intelligence, c'est précisément la capacité à répondre à un problème nouveau. Ben Joseph Antoine, vous êtes à l'équipe nationale et vous choisissez finalement de quitter le continent africain pour l'Europe, direction la France. Comment on se sent lorsqu'on est jeune à votre époque et qu'on doit intégrer un grand club européen qui est pratiquement le rêve de tout jeune Africain à l'époque? Jeune, c'est trop dit, mais moi je n'étais plus jeune. Je suis un type totalement atypique dans tout. Lorsque je vous disais tout à l'heure que c'est le football qui vous choisit. Je n'ai pas choisi d'aller en France. J'ai choisi d'aller en France pour mes études avant, mais le football m'a choisi pour aller en Côte d'Ivoire ou pour aller en Égypte et puis pour revenir en France comme footballeur. Donc c'est le football qui m'a choisi. Quand j'étais en Égypte, ce sont des Français qui m'ont amené à aller en France. Ce sont les circonstances. J'étais bien en Égypte, j'ai jamais fait d'effort particulier. Je n'ai jamais dit je veux aller en Égypte. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, d'ailleurs même la Côte d'Ivoire, j'étais étudiant en France, c'est des Ivoiriens qui sont venus en me disant faut venir chez nous, il y a l'école. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, l'école et le foot, on peut donner, il y a l'école aussi. Bon. Donc, de la même manière, les Égyptiens, ce sont eux, parce que le hasard a voulu que Arab Contractors joue contre Africa Sport d'Abidjan, qu'à la suite de ces deux matchs-là, les Égyptiens, le président du club comme l'entraîneur disent on serait beaucoup plus fort si on avait ce gardien et il faut tout faire pour qu'il vienne chez nous. C'est comme ça que je suis allé à Arab Contractors et j'avais pas tort, je suis arrivé à Arab Contractors qui n'avait aucune chance. Arab Contractors a été champion d'Égypte et je crois que depuis que je suis parti, ça ne lui est plus jamais arrivé. Donc Arab Contractors a été champion d'Égypte et je pars d'Égypte parce que à un moment donné, les Égyptiens décrètent que les étrangers finalement affaiblissent leur championnat. Mais en réalité, je crois que il y avait un peu de jalousie vis-à-vis d'Arab Contractors. Parce que Arab Contractors, comme je vous le dis, dans la configuration égyptienne, avait très très peu de chances de pouvoir être champion d'Égypte. Champion d'Égypte, c'était réservé au National du Caire, donc National Al-Ahly, ou aux Zamalek. Alors, cette équipe créée hier par un milliardaire qui venait
bousculer l'ordre des choses ne plaisait pas beaucoup et tout le monde voyait bien que finalement, comme il me disait, Arabe Contratos est champion grâce à Joseph-Antoine Bell dans les buts. C'est principalement ça qui gêne. Bon, et donc on a décidé qu'on ne voulait plus d'étrangers dans le championnat égyptien, ce qui n'a pas duré longtemps. Le temps que je parte, la règle a encore changé. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des étrangers dans le championnat égyptien. Donc, et donc, quand on a décidé ça, il a fallu que j'aille ailleurs. Mais il se trouvait que pendant les 3 saisons où j'étais là, j'ai d'une part reçu la visite de Jacques Thibert, qui était rédacteur en chef de France Football, venir remettre le ballon d'or à Abdul Razak, et qui m'a dit il faudrait venir jouer en France. Vous avez les qualités, vous pourriez beaucoup apporter au championnat de France. Bon, donc c'est parti comme ça. D'ailleurs, avant lui, lors de la CAN de 84, il y avait un très grand journaliste à l'équipe qu'on appelait Jean-Philippe Retaker. Les gens de l'époque le connaissent. Et si vous allez sur Internet, peut-être que vous retrouveriez ses analyses et tout, qui lui aussi m'avait déjà dit à Abidjan, il faut que vous veniez jouer en France. Et à l'époque, ma condition, c'était, mais je suis pas sûr que les Noirs soient bien traités. Et il m'avait répondu, si les Noirs ne sont pas bien traités, ce sera pas ton cas, puisqu'en fait, on se tutoyait. Parce que tu as suffisamment de personnalité pour... il me dit, c'est pas... Il y a peut-être du racisme, mais c'est pas un truc... C'est un truc personnel. Ce sont les gens qui se... Toi, je suis sûr que tu réussiras et personne ne te marchera sur les pieds. Donc, ils ont été l'autre était de l'équipe et Thibert de France Football. Donc, c'est comme ça que, finalement... Thibert dit, moi, je vais carrément actionner parce que je pense que tu pourrais. Et c'est comme ça que je vais arriver en France. Donc, c'est pas que j'avais décidé, c'est le football qui choisit. Qui, une fois de plus, vous a choisi. Oui, c'est le football qui choisit ceux qui peuvent le servir. Chaque fois que vous faites l'inverse, ça ne marche pas. Parce que, alors, vous introduisez la notion de faveur, et je lui fais une faveur. Non. Non, on ne fait pas de faveur. Vous choisissez quelqu'un parce que vous croyez. Et après, vous êtes satisfait puisque votre choix s'est révélé payant. 2 ans après son accession à la magistrature suprême, je parle du président Paul Biya, le Cameroun est présent à Abidjan, Coupe d'Afrique des Nations, et remporte le trophée. Quel souvenir gardez-vous de cette expédition? Ah oui, forcément, c'était la première fois. Donc c'est un souvenir merveilleux. D'abord, comme toujours avec moi, les choses sont compliquées. J'étais arrivé à cette compétition persuadé que si on est honnête, on me ferait jouer. Parce que je disais, il y a qu'à regarder. Moi, ça saute aux yeux, mais ça ne sautait pas aux yeux de tous. Donc, je n'ai pas démarré la compétition. J'ai pas joué le premier match. Je n'ai non plus joué le deuxième. J'ai commencé à jouer au troisième. Voilà. Et finalement, on a gagné le trophée. Donc j'ai ces souvenirs personnels et j'ai les souvenirs de l'équipe. Souvenirs personnels parce que j'avais un combat personnel pour que les gens acceptent ce qui me paraissait une évidence. Je ne leur en ai pas tenu rigueur. Après, on a gagné. Et ça, c'était un grand souvenir puisque le Cameroun, à ce moment, c'est vrai que ceux d'aujourd'hui ne comprennent pas bien. D'ailleurs, ceux d'aujourd'hui, nous faisons tellement peu de place au passé que vous avez eu ici une CAN en 2024. Non, en 2021, qui aurait dû être en 2019, je crois, et que tout au long des préparatifs de cette CAN et jusqu'à la CAN, personne n'a jamais fait allusion à la précédente, qui était celle de 72. Personne n'a songé à inviter ni un dirigeant, ni un footballeur de 72. Mais je parle de 72. On a eu la CAN chez nous sans inviter un seul des anciens vainqueurs des éditions précédentes. Encore moins de ceux qui étaient les pionniers de la victoire. On ne fait aucun cas du passé.
Et donc, nous, quand on gagnait en 84, on avait bien en tête, en tout cas nous les anciens qui étaient là, parce que ce soit moi, Roger Mila, Théophile Abega, Grégoire Mbida, François Doumbéléa, Doumbéléa, oui, j'ai déjà cité, ou je pense Koundé aussi, les Aoudou, les anciens, nous savions très bien que nous, on était arrivés en équipe nationale après 72. Donc, on a pris la suite de gens qui avaient perdu à la maison. Et on a dû assumer ce passif. Les Camerounais étaient absolument divorcés de leur équipe nationale. C'est facile aujourd'hui de porter le maillot, de dire « je suis Lion ». À notre époque, vous nous lanciez des cailloux. Voilà. Nous, à l'entraînement, les Camerounais qui venaient à l'entraînement n'étaient pas pour nous applaudir. Ils venaient pour nous lancer des cailloux. Et donc, on a dû surmonter ça et de partir d'une équipe d'ailleurs pour bien caricaturer, encore une fois, sachez que à cette époque-là, on ne nous appelait pas Lions indomptables, on disait Lions indomptables toujours domptés. Voilà, donc on se moquait de nous jusqu'à ce que nous devenions ce que nous sommes devenus. Et donc, le tribut qu'on nous paye souvent n'est pas le fait du hasard. C'est que, donc, quand nous gagnons en 84, nous vengeons ce qui s'est passé en 72. En 72, oui. Et nous, les plus anciens, on sait parce que on était des jeunes qui avons vu des aînés perdre et qui ensuite avons subi en équipe nationale les colibets du public, et nous avons cheminé avec quelques anciens de 72 qui maintenant n'étaient plus là en 84, qui avaient arrêté entre-temps, mais qui, pour schématiser, nous avaient tenu la main, qui avaient perdu avec nous. Je pense à Paul Lane, qui était le capitaine de l'équipe nationale. Je pense à Michel Kaham aussi, mais je pense à Django, Akoa Django, je crois qu'il est décédé, paix à son âme. Bon, donc des gens de 72 qui ont joué, Jean-Marie Tchebo, qui ont joué avec nous à l'époque où on perdait plus souvent qu'on ne gagnait. Est-ce qu'aujourd'hui vous restez en contact avec ceux de cette génération, de votre génération, la génération 84, oui, la génération 88 par exemple? Oui, bien sûr. Vous êtes resté en... Oui, mais vous savez, vous faites toujours comme si le foot devait être absolument déconnecté de la vie et qui serait autre chose que la vie. Est-ce que vous voyez tous vos anciens camarades? Mais pas tout le temps. Non, sans qu'il y ait dispute, mais vous ne les voyez pas tout le temps. Oui, en revanche, quand vous en voyez un, vous êtes très heureux de le rencontrer. Exactement. Voilà. Donc, à l'époque, nous voyions grâce à l'équipe nationale, qui faisait croire que nous passons notre vie ensemble. Mais après la vie, chacun prend son chemin et on se retrouve à des occasions, et c'est pour ça que je dis que la CAN, par exemple, chez nous, aurait dû être l'occasion d'inviter tous ceux qui ont au moins remporté la première, par exemple. Oui. Voilà, ceux qui étaient encore en vie, de pouvoir les inviter et d'être contents de les retrouver tous ensemble. Donc, voilà. Mais je revois d'anciens coéquipiers, en commençant par l'ambassadeur Roger Mila, les Joseph Kamga, les Doumbéléa, les Isaac Sinkor de temps en temps, et puis d'autres coéquipiers de plus tard, les Jules Denis Onana. Est-ce qu'il vous arrive d'y penser, de vous rappeler de cette époque, lorsque vous vous rencontrez peut-être dans la rue ou autour d'une bonne bière bien froide? Est-ce qu'il vous arrive de vous remémorer Oui, il y a des anecdotes. Quelquefois, c'est la vie qui vous rappelle quelque chose. C'est-à-dire que quelque chose se passe et vous vous dites « Ah oui, ça rappelle que quand on était à tel endroit, tenez, un jour en Éthiopie, on a... mais là, c'était avec Union de Douala. On a des partenaires, on est de passage en Éthiopie. L'Éthiopie est réputée pour ses belles femmes. Et il y a
et un coéquipier qui est pris dans une nasse quelque part. Donc quand on se voit, il arrive qu'on reparle de ce genre de choses. Joseph Antoine, 1984 donc, la première Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Cameroun. 1994, donc vous décidez de mettre un terme à votre carrière. Oui. Quand certains pensaient que vous aviez encore quelque chose à donner, surtout que Roger Mila, que vous avez cité plus haut, avait continué à jouer jusqu'à ses 40, voire 42 ans. Oui, je vais vous dire que avant de m'arrêter en 94, 3 ans plus tôt, j'avais annoncé à ceux qui m'étaient proches que je pensais que je devais m'arrêter, pour déjà que vous sachiez que pour que je joue jusqu'en 94, j'ai dû faire plaisir à ceux qui n'avaient pas vu que je devais m'arrêter. C'est-à-dire que 3 ans plus tôt, j'avais annoncé à certains que je voulais m'arrêter. Non, tu peux pas, c'est... Bon, Et donc, j'ai continué jusqu'à 40 ans. Mais, je vais aussi vous raconter une anecdote. Lorsque j'ai commencé à dire que je ne veux plus jouer en équipe nationale, que je veux arrêter, c'est parce que, un jour, dans mon salon, je me suis attardé sur une photo où je portais le trophée et où derrière moi se trouvait Jacques Songo. Voilà. Or, cette photo était la victoire de 84. Ça veut dire que Jacques Songo était remplaçant depuis 84 et que nous sommes en 94 et que vous me demandez de continuer à jouer. Ça veut donc dire que si je continue à jouer, simplement, c'est vrai, je suis bon, je peux, bon, très bien. Mais si je continue comme ça, Jacques Songo, qui est remplaçant depuis 1984, en 94 ne joue toujours pas. Je trouvais que ce n'était pas juste. Donc voilà une première raison pour laquelle j'avais dit que je voulais arrêter de jouer en équipe nationale. Mais en réalité, pour l'équipe nationale, voilà. La chance. Et ça, c'était en 92 que j'avais dit que je voulais arrêter. Et là, bon, on était venu me trouver discrètement pour dire non, il faudrait, on est en danger, il faut ci, il faut ça. Bon, j'ai accepté de rallonger un peu, mais je pouvais pas rallonger éternellement. J'avais l'image de Jacques Songo dans mon dos. Et j'imaginais bien que Jacques Songo passerait de toute l'admiration qu'il avait pour moi à la détestation. Mais oui, il faut se mettre à la place des gens. Ah oui. Et puis j'étais un type qui n'était jamais malade, jamais blessé. Dans mes clubs, mes remplaçants ne jouaient pas souvent. Donc il est arrivé des saisons où j'ai joué tous les matchs amicaux, tous les matchs de coupe, tous les matchs de championnat, je n'étais jamais malade. Bon, donc je m'étais dit 40 ans, oui, ça suffit, maintenant, voilà. Alors, parlant de votre carrière, quels sont vos plus grands succès et pourquoi vous les considérez vous comme tels? Ah, je vais vous surprendre, vous arrivez après d'autres. Mais ceux qui se sont osés à cette question il y a longtemps ont eu la réponse qu'ils n'attendaient pas et qui est devenue aujourd'hui celle que beaucoup de gens donnent. Moi, je ne choisirais pas un match comme meilleur souvenir, c'est ma carrière. Je vous ai dit qu'au départ, j'étais élève et que je jouais au foot pour m'amuser et que le foot m'a choisi. Donc, c'est tout mon voyage de footballeur qui est un très bon souvenir pour moi et pas un match. Ça ne veut pas dire que je me souviens pas de certains matchs, mais je vais aussi vous surprendre. Généralement, les gens citent les victoires comme étant ce qui leur reste. Or, moi, je suis persuadé que j'ai appris même dans certaines défaites. Et même souvent dans les défaites. Et donc, je n'ai jamais valorisé plus mes victoires que mes défaites en me disant que la victoire n'a été possible que parce qu'il y a eu une défaite qui m'a enseigné quelque chose. De la même manière que mes plus beaux arrêts viennent parce que j'ai appris des buts que j'ai pris et qui m'ont enseigné ce qu'il fallait faire pour ne pas les prendre. Et donc, voilà pourquoi je vous dis que c'est l'ensemble de ma carrière qui est un très bon souvenir, un très bon moment, quelque chose de fabuleux. Vous parlez de défaite. Quelle est la défaite qui vous aura le plus? Je veux pas dire fait mal, mais qui vous aura le plus marqué. Voilà, je vais vous dire, justement, en parlant de défaite, en 1979, les Lions Indomptables jouent à Yaoundé contre la Guinée. Nous avons joué le match aller en Guinée, nous l'avons perdu 3-0.
Soit dit en passant, on aurait pu perdre moins parce qu'on a raté un penalty. On aurait pu perdre aussi plus parce que j'en ai arrêté un. Bon. Et maintenant, au match retour, il va se passer la leçon de notre vie, si les autres ont voulu apprendre la même. Nous sommes très motivés et nous allons marquer 3 buts en une mi-temps par le même joueur. Roger Mila va donc inscrire 3 buts en première mi-temps. Et du coup, tout le monde voit et tout le monde pense être logique. S'ils sont capables d'inscrire 3 buts en une mi-temps, il leur en reste 1 pour toute une deuxième mi-temps, ils vont forcément l'inscrire. Et on n'a pas inscrit ce 4e but. Et nous sommes allés au penalty. Au penalty, nous allons rater les 2 premiers penaltys. Et les autres vont inscrire leurs 2 premiers penaltys. Et comme nous, Camerounais, vous savez, vous m'avez bien forgé. Le solide gaillard que j'ai été dans ma vie, et notamment dans mon parcours de footballeur professionnel, c'est parce que j'ai dû affronter les Camerounais toute ma vie. Donc les Camerounais, une partie du stade était partie des spectateurs. Et les gens partaient en disant « Oh, vous savez, Bell, il arrête jamais les pénaltys. » Et nous avions une fausse guerre à l'époque au Cameroun. C'était un Kono et Bell, donc Canon et Union, donc Yaoundé et Douala. Ceux qui s'inscrivaient dans cette vision-là, bon, vite vous dit, mais Bell, il arrête jamais les pénaltys, donc c'est pour ça qu'on va faire. Et là, il va se passer que je vais arrêter les 2 prochains pénaltys. Donc, ceux qui sortaient ont entendu crier et sont revenus. Et vous allez me dire comment. J'étais un type qui avait les yeux partout. Vous voyez tout. J'ai bien vu les gens partir. Je les ai vus courir pour venir voir le dernier penalty, qui va être celui de la défaite. Les Guinéens vont marquer et nous, on va échouer. Et on va échouer par Roger Mila. C'est-à-dire le type qui vous a marqué 3 buts. Oui. En première mi-temps, en première mi-temps. C'est lui qui va rater le dernier penalty. Donc, bon, maintenant, chacun peut faire comme il veut, mais moi, ce match-là est un match plein de leçons. Et comment vous avez réussi à surmonter, justement, les critiques? Non, justement, si vous voulez réussir, vous savez, quand vous prenez à la fin, ceux qui arrivent à la fin, du temps où nous marchions à pied dans nos villages, si vous faites les 20 kilomètres, n'arrive que celui qui a été capable de parcourir les 20 kilomètres. Ouais. Celui qui les a pas parcourus n'arrive pas. Il ne peut pas il ne pourra même pas comprendre. Voilà. Donc, je suis arrivé parce que ces critiques-là, au lieu de m'affecter, m'ont endurci, m'ont amené toujours à réfléchir. Et donc, mais ce match-là, je le cite pourquoi? Parce que c'est le match pour moi qui nous a fondés. Ouais. Quand nous avons perdu ce match, nous nous sommes retrouvés au vestiaire et nous avons beaucoup pleuré parce que nous avions vu. Je pense d'ailleurs que c'était les éliminatoires pour la CAN. Ça ne s'appelait pas CAN, c'était la Coupe d'Afrique des Nations qui devait se jouer en 80 au Nigeria. Donc, c'est le voisin. Pour nous, les apparentement faciles, c'est que si ça se joue chez les voisins, on doit y être. Bon, on ne va pas y être. Et c'était que depuis 72, c'était la première fois nous sommes là. On aurait pu se qualifier et donc racheter ceux de 72 et ramener tout le monde, bon, puisqu'on nous insulte. Bon, donc là, on perd et donc on pleure beaucoup et c'est ce jour-là que les anciens de 72 vont nous quitter. Jean-Marie Tchebo va arrêter l'équipe nationale, Paul Lane va arrêter l'équipe nationale, je crois qu'Akoua Django qui devait encore être là, va arrêter, Jean-Paul Akono, voilà, les anciens partent et maintenant les nouveaux anciens vont être moi-même, Tommy, Roger, Aoudou, Doumbelea, voilà, donc voilà, ce jour-là, je crois qu'on s'est regardé et qu'on s'est dit à Théophile Abega et Grégoire Mbida, on s'est dit qu'on était assez mûrs. On est capable de réussir quelque chose. On vient de le voir de près. Mais je dois aussi dire que
Pendant cette décennie-là, il y a le Tonnerre qui a gagné la Coupe des vainqueurs de coupe, le Canon a gagné la Coupe des vainqueurs de coupe, la Coupe des champions, l'Union de Douala a gagné la Coupe des champions. Donc, on devenait des gens qui savent gagner. Comment Bel Joseph occupe ses journées une fois qu'il a arrêté le foot en 1994? Mais d'abord, je pense que c'est un moment forcément difficile parce que on ramène ça au foot, c'est vrai. Mais aller demander à un retraité d'une société lambda ou de la fonction publique comment il fait le lendemain du jour où il part à la retraite. C'est exactement pareil. Vous avez ceux qui, quel que soit, d'abord, quand vous êtes jeune, j'ai un entraîneur qui me disait, quand je voulais me préoccuper de certains de mes partenaires, il me disait, mais Joe, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont beaucoup d'argent, tu vas pas les plaindre en plus. Bon, donc, lorsque vous avez tout ça, vous n'avez pas toujours la capacité de savoir que ça va s'arrêter, de savoir que la vieillesse n'est pas réservée aux autres. Et de pas faire ce que j'entends tous les jours, et de pas croire que la jeunesse est un privilège. La jeunesse, elle va passer, c'est pas un privilège que vous avez. Ça va passer. Donc, qu'est-ce que vous ferez après? On dit ça se prépare, mais quand vous le préparez, vous n'êtes pas convaincu que ça va arrêter. C'est comme dans notre vie. Nous disons tous les jours à propos de la mort, c'est notre chemin à tous. Mais je pense qu'on n'y croit pas beaucoup, même si c'est la chose la plus sûre. Exactement. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc, vous allez, même si moi, j'ai passé, par exemple, le diplôme d'entraîneur, je n'ai pas vraiment pensé que je retournerais travailler dans les travaux publics. Lorsque j'ai arrêté, je me suis dit, tu as beaucoup joué au foot, tu as le droit de souffler un peu, donc ne te pose pas forcément de questions. Mais je pense que puisqu'il y a ceux qui jouent ou leurs parents qui vont écouter ce que je dis, il vaut mieux savoir que pour autant que ce ne soit pas forcément la chose la plus attrayante, la retraite, il faut la préparer. Il faut se poser des questions sur son avenir et sur ce qu'on va faire. Ce n'est pas la chose la plus aisée, c'est pas la chose la plus glamour, mais il faut savoir qu'il y a un avenir après le foot. Et que cet avenir après le foot dépend de... Si vous multipliez vos talents, vous aurez plus de chances de vous en sortir. C'est-à-dire, si vous multipliez vos compétences. C'est bon... vous passez les diplômes d'entraîneur, vous allez prendre des cours de management, vous faites ci ou ça, tout cela, vous savez pas forcément exactement ce que vous ferez, mais tout ça, ça fait beaucoup de cordes à votre arc qui vous permettront de vous en sortir. Maintenant, comment se passe une journée? Il y a quelque chose où je suis sûr que tout le monde fait ça et donc que tout le monde se trompe. Lorsque vous êtes footballeur professionnel, vous voulez bien faire beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas toujours disponible parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Il y a les entraînements tous les jours et il y a des matchs régulièrement. Moi, les vacances, c'était une dizaine de jours. Donc, vous n'avez pas vraiment le temps. Donc, il y a beaucoup de sollicitations auxquelles vous aimeriez répondre, mais par faute de temps, vous ne pouvez pas. Exactement. Alors, l'erreur consiste à la fin de sa carrière, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, c'est que vous êtes presque d'accord avec tout. Toutes les œuvres humanitaires vous sollicitent. Toutes les œuvres sociales vous sollicitent. Vous avez tendance, et quand vous venez de vous arrêter, vous vous dites, ah, mais les gens faisaient ça pendant que je jouais, moi aussi je peux les aider. Et donc vous avez tendance à dire oui, et voilà comment vous pouvez être l'oisif le plus occupé. Bel Joseph Antoine, 13 ans après avoir définitivement rangé vos gants, le 30 juin 2011, vous revenez sur votre belle carrière et vous vous racontez dans une généreuse autobiographie, Vue de ma cage, mon long voyage de footballeur, paru aux éditions du Chabel et préfacé par un certain Gaston Kellman. Parlez-nous de cette œuvre littéraire, comment vous en êtes arrivé là? Quand je jouais à Marseille, certainement dû à mes interventions dans les médias,
avez un éditeur français qui m'a sollicité pour écrire un livre. Finalement, ça s'est pas fait. D'abord, j'avais pas toujours le temps. Et puis surtout, faut dire que au départ, je me disais, mais écrire les livres, c'est pour ceux qui veulent enseigner quelque chose aux autres. Est-ce que moi, je veux enseigner quelque chose aux autres? Est-ce que je veux que les autres apprennent est-ce que je me crois détenteur de quelque chose que donc, je ne l'ai pas fait. Puis je suis allé à Bordeaux, ils sont revenus à la charge, et ça ne s'est toujours pas fait. Mais après, j'ai commencé moi aussi à me demander si ces gens-là n'avaient pas raison, s'il fallait pas que j'écrive, et j'ai commencé vers la fin de ma carrière, et probablement à la fin d'ailleurs, à écrire. Sauf que ça va être très amusant aujourd'hui, mais à cette époque-là, je n'avais pas l'habitude de l'ordinateur et de l'ordinateur portable. Voilà. Et donc, j'écris, j'ai mon ordinateur portable pendant mes voyages, j'écris, je me rappellerai toujours que c'est à l'aéroport de Lyon, un jour, je suis sur l'ordinateur, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais touché. Le texte était parti. Ok. Bon, donc, je me suis dit, ça veut dire que ce livre, faut pas l'écrire. Allez, on laisse. Puis, un jour, ici à Douala, je suis avec une de mes nièces et son mari. Je leur raconte quelques épopées. Et là, elle me dit, mais tonton, c'est pas possible, faudrait que tu écrives. C'est pas possible. Ah, je lui dis, j'ai déjà essayé, voilà. Elle me dit, non, tonton, viens. Elle était avocate. Elle m'a dit, non, tonton, moi, je donne mon temps. Viens demain au cabinet, on commence. On va enregistrer déjà ce que tu dis. Moi, je vais te le transcrire, tu vas reprendre, et voilà. Donc, effectivement, maintenant que j'étais encouragé par ma nièce, on a fait ça, et c'est comme ça que je me suis mis à l'écriture. Et pendant qu'on le faisait, que je me demandais si je voulais vraiment publier ça, il y a un journaliste camerounais que je ne connaissais pas, qui travaille pour RFI et qui se trouvait à Nairobi, qui me contacte en disant, mais Jojo, bientôt, ce serait, je crois, le cinquantenaire des Lions Indomptables, ou quelque chose comme ça, je sais plus. Il avait trouvé un truc. Mais ce serait bien que tu écrives et tout. Et là, je lui dis, je sais pas si tu n'arrives pas un peu tard. Je lui dis, bon, je vais t'envoyer, j'ai écrit. Ou quoi, lui me proposait qu'on fasse quelque chose. Quand je lui envoie, il me dit, OK, d'ici 2-3 jours, je vais te donner la réponse. Le lendemain matin, il n'avait pas dormi. Il a lu toute la nuit. Il m'a dit, mais Jojo, il n'y a plus rien à faire. Tu as déjà écrit et tout ça, mais moi, je t'encourage, il faut sortir. Il faut le publier. Donc, c'est comme ça que finalement, je l'envoie encore, je crois, à 2 autres personnes comme ça qui me disent, mais non, oh, c'est trop bien, il faut le publier. Les 2 autres personnes sont Achille Mbembe, parce que j'étais en 2010 en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde. Donc Achille Mbembe aussi lui aussi me dit, OK, dès que j'ai un moment, je te dirai d'ici que tu rentres. Le lendemain matin, c'est lui qui m'a réveillé en disant, mais Jojo, ce que tu as écrit là est fabuleux, il faut le publier. Bon, finalement, c'est Kelman qui va faire la préface. Et les éditions du Chabel, quelqu'un d'autre qui était journaliste à cette époque, qui s'appelle Melvin Akam, moi j'aime bien citer les gens, qui me dit, pour ton livre, il y a Aman Mana qui a des éditions et tout, mais comme c'est un Camerounais, bon. Et moi, évidemment, normalement dans ma tête, j'ai des éditions qui m'attendent en France depuis longtemps. D'ailleurs, je me rappelle d'une dame avec qui je parlais, on avait suffisamment avancé, elle m'avait dit, bon, mais quand Melvin me parle de Aman Mana camerounais,
je me souviens que ma conviction est que si on ne donne pas sa chance à quelqu'un, quand je suis arrivé à Marseille, tout le monde pensait que les Africains ne pouvaient pas être gardiens de but. Donc, si je n'avais pas eu cette chance, je n'aurais jamais pu prouver le contraire. Donc, je me suis dit, oui, je peux effectivement confier à un éditeur qui commence et qui est camerounais. Et puis, voilà pourquoi les éditions du Chabel. Ben Joseph-Antoine, vous êtes assurément un homme libre, vous êtes sincère. C'est d'ailleurs la première qualité recherchée chez nos invités. Mais hélas, ça n'a pas toujours été pour arranger les choses, votre sincérité. Vous avez été plusieurs fois candidat à l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football, 2 fois. Merci de me corriger, 2 fois. Pourquoi ça n'a pas marché selon vous? Pourquoi chaque fois ça n'a pas marché? Simplement parce que je ne convenais pas aux électeurs. Il faut être pratique. C'est vrai que s'agissant de la beauté, on dit qu'elle est relative, mais de la solution à un problème, je crains que ce ne soit pas relatif. Et c'est pour ça que il y a malheureusement l'autre facteur que le Créateur a ajouté dans nos vies, qui complique nos vies, qu'on appelle le temps. Donc, vous avez le droit, vous pouvez vous tromper, et même volontairement. Sauf que si vous vous trompez, ça se saura tôt ou tard. Et malheureusement pour vous, plus ça se sait tard, plus votre erreur aura causé des dégâts. Donc, en ce qui me concerne, j'ai compris que je peux être la solution, mais pas pour ceux qui votent et qui ne comprennent pas toujours leur importance, leur rôle, et qui croient, parce que c'est là que notre histoire nous joue un peu des tours. Les gens, tout le monde réclame la démocratie, mais on ne comprend pas que la démocratie, c'est l'école de la responsabilité. C'est-à-dire que nous avons été habitués, et l'histoire de la FECAFOOT le montre. Quand quelqu'un d'autre nommait, nous étions les acteurs du foot, et même les non-acteurs du foot, ou du moins les acteurs lointains que sont les spectateurs, étaient champions pour critiquer la nomination de quelqu'un d'autre, faite par quelqu'un d'autre. Mais depuis qu'on a donné aux acteurs du foot la possibilité de choisir, nous allons de crise en crise, les unes toujours plus graves que la précédente. Et donc, tout ça parce qu'ils n'ont pas été capables de choisir ce qu'il faut, celui qu'il faut, comme il faut. Le résultat est que nous sommes pires que si on est honnête et qu'on regarde la première crise de la FECAFOOT vers 93-94, c'était une petite crise. Ensuite, une autre. Il y a eu alors à ce moment-là ce qu'on appelait le CPG. Le Cameroun est souvent leader en beaucoup de choses. Là aussi, c'est nous. Ce qu'on appelle aujourd'hui normalisation et qui est entré dans les tests de la FIFA n'y existait pas. La FIFA a expérimenté la normalisation au Cameroun avec la création de ce qui avait été appelé CPG par le professeur Wipunvoum, alors ministre des Sports. Voilà, comité provisoire de gestion. À la suite du comité provisoire de gestion, la FIFA avait mis en place la cellule exécutive provisoire pour aujourd'hui arriver à ce que la FIFA a généralisé partout où il faut régler un problème du même type, normalisation. Voilà. Donc, voilà. Donc, mais est-ce que le problème de la FECAFOOT, est-ce que c'est un problème propre à la FECA? Est-ce que c'est pas un problème général? Est-ce que c'est pas une gangrène qui touche pratiquement toutes les strates de... Oui, parce que le football ne peut pas être isolé de la société dans laquelle il s'organise et où il se pratique. Donc, effectivement, parce que les gens qui sont dans le foot ne sont pas exclusivement dans le foot. Ils viennent d'autres activités. Et donc, ils arrivent dans le foot avec leur tard. Et malheureusement pour le foot camerounais, ils y arrivent plus avec des tares que des qualités. Et donc, voilà pourquoi le foot souffre autant. Notre malheur est que le foot
moi, je le compare au visage. Le foot n'est pas important en tant que tel. Mais vous pouvez vivre sans le visage. Il y a des gens qui se sont brûlés le visage et c'est pas un organe vital. Sauf que quand quelqu'un frappe à votre porte à 3 heures du matin et que vous demandez c'est qui, vous dites, ah, c'est Jean-Pierre. Vous le reconnaissez, vous dites, ah, Jean-Pierre, un instant. Le un instant là, c'est pour aller vous nettoyer le visage. Parce que vous voulez toujours avoir un visage impeccable. Donc le Donner foot, une belle impression. voilà. Le foot, c'est la vitrine. C'est par là qu'on nous voit. C'est ce qu'on exporte le plus. Il n'est pas plus important. Il y a seulement ce que nous oublions, c'est que si le visage est sale, on se dit comment seront les parties les plus discrètes, les plus confidentielles. Donc, si votre foot est géré de cette façon-là et montre autant de tard, qu'en est-il d'activités plus essentielles, mais seulement confidentielles et discrètes? Voilà pourquoi on devrait s'occuper correctement. Quelle est la solution selon vous? La solution, c'est d'abord d'admettre qu'on s'est planté, d'admettre qu'il y a longtemps qu'on est tombé. Mais je vous le dis, je l'ai déjà dit en d'autres circonstances, les gens du foot, ceux qui sont en place, adorent parler de reconstruction sans avoir jamais dit quand on a été démoli. Donc pour se justifier et pour justifier leur propre balbutiement, ils vous disent qu'on est en reconstruction. Mais en reconstruction de quoi? On a été détruit quand? Ouais. Donc il faudrait commencer par dire, quand admettons-nous que ça a commencé à ne pas marcher? Et là, on va chercher pourquoi. Et là, vous pourrez dire, puisque c'est ici, lorsque vous vous trompez de route, par exemple, à un moment, il faut admettre. Oui, que vous vous êtes trompé. Bon, je cherche, je ne trouve pas. Donc, je me suis trompé. Mais on m'a dit après la station. Donc, pour se retrouver, vous allez rentrer jusqu'à la station. Et là, vous direz, on m'a dit à la station, la deuxième à droite. Donc, je reviens d'abord. Mais lorsque vous vous êtes trompé, que de là-bas, vous cherchez des raccourcis, vous risquez de ne faire que vous éloigner du point recherché. Bel Joseph-Antoine, on va peut-être commencer à terminer cet entretien. Que pensez-vous de l'évolution du football depuis votre époque là jusqu'à aujourd'hui? Non, je pense, je ne vais pas me cacher pour dire que notre football a avancé à reculons. Nous faisons moins bien aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Et malheureusement pour nous, il y a 25 ans, nous faisions déjà moins bien que 25 ans plus tôt. Et donc on a beaucoup reculé. Notre football ne s'est pas développé du tout. Il a manqué de vision et malheureusement, ce n'est pas demain la veille que les choses iront tout d'un coup mieux, parce que sachez très bien que quand vous vous êtes trompé, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, si vous vous êtes trompé et que par rapport au repère, la distance qui vous sépare du dernier repère de qualité, vous devrez la parcourir en sens inverse pour pouvoir reprendre la bonne marche. Je sais pas si je me fais comprendre. Et donc, si on s'est trompé, faut que les gens sachent qu'il ne s'agit pas d'un tour de passe-passe et que demain matin, tout ira mieux. Il nous faudra du temps à partir du jour où on aura constaté que on n'est pas dans la bonne direction et on doit faire différemment. Il nous faudra du temps pour arriver à faire donc ce différemment et donner satisfaction. Et je voudrais rappeler que ceux qui prennent le raccourci pour confondre le football camerounais avec les Lions indomptables, parce que dès que les Lions indomptables gagnent un match, on dit que le football camerounais va bien. C'est faux. Le football camerounais est celui que Monsieur Lambda, comme vous disiez tout à l'heure, peut décider d'aller voir le samedi ou le dimanche sur un des stades. C'est celui-là qui est le football camerounais. C'est ça que le Camerounais consomme. Les Lions indomptables sont la cerise sur le gâteau. Les Lions indomptables sont la vitrine. Donc, de juste nettoyer la vitrine, c'est tromper les gens, c'est essayer de faire en sorte que c'est vrai que nous avons cette habitude.
faire en sorte que la devanture présente bien alors que derrière c'est sale, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, il faut que nous soyons, vous avez dit tout à l'heure en m'interpellant ou en m'introduisant à nouveau, vous avez parlé de sincérité. Si on n'est pas sincère, on nettoie la devanture et on dit que tout est propre. Et ça, c'est quelque chose que nous avons coutume de faire à tous les niveaux. Nous, citoyens camerounais, nous faisons ça pour nos affaires publiques, nous le faisons dans nos affaires privées, nous le faisons dans nos familles. Nous nous trompons nous-mêmes en pensant tromper les autres. Bel Joseph Antoine, il est de coutume dans cette émission que nous vous donnions la possibilité, à notre invité de s'adresser à la jeunesse africaine, à la jeunesse qui vous regarde, la jeunesse qui n'a plus de repères. Vous êtes un leader, vous êtes un chef traditionnel, je l'ai dit dans mon propos introductif. Vous allez regarder la caméra et vous allez vous adresser d'abord aux jeunes footballeurs qui ont choisi le football comme métier et qui ont choisi d'être gardiens de but. Vous allez vous adresser à ces jeunes, vous allez vous adresser ensuite à l'ensemble de la jeunesse africaine. Ce sera un message fort, un message puissant de votre part, qui restera dans les annales. Je vais vous donner 2 petites secondes pour que vous puissiez bien vous préparer. Je ne sais pas, s'il est possible d'adresser un tel message, parce que pour qu'il y ait message, il y a une bouche qui dit et il y a des oreilles qui écoutent. Donc, pour qu'il y ait enseignement, il faut qu'il y ait un apprenant. Donc, c'est chacun qui trouve le message où il peut apprendre. C'est quand on a envie d'apprendre, c'est quand on est en capacité d'apprendre qu'on apprécie un message ou qu'on apprécie une leçon. Donc, c'est pas nous qui décrétons que c'est un message pour la jeunesse, ça va être mémorable. Non, c'est chaque jeune avec sa propre capacité, avec son niveau de recherche, qui trouvera que ce qu'on a dit là m'apporte quelque chose. Vous, d'abord de manière globale, moi je donne rarement des conseils généraux. Je donne des conseils à des gens que je connais qui m'ont sollicité. Maintenant, je suppose les jeunes footballeurs, comme jeunes tout court. Parce que les conseils qu'on donnerait aux footballeurs, c'est là. Ça devient spécifique. Parce qu'on le connaît, parce qu'on sait où il veut aller, parce qu'on sait qu'est-ce qu'il a. Le conseil ne serait pas valable à celui qui se décrète jeune footballeur alors qu'il a aucune chance de devenir footballeur. Bon, donc ça aussi, ça arrive. Donc, ce que je dirais simplement aux jeunes, premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, mais maintenant ça devient le message. Arrêtez de considérer que c'est un privilège d'être jeune. Ce n'est qu'un état. Être jeune est un état, donc une étape de la vie. Et une étape qui va passer. Et peut-être plus vite que vous ne croyez. Donc, ne dénigrez pas les plus âgés du seul fait qu'ils sont plus âgés, puisque vous allez le devenir. Et ne croyez pas, vous, que vous resterez éternellement jeune. Donc, faites ce que vous avez à faire pour que demain soit meilleur pour vous, d'abord. Donc, et pour ça, il faut retenir que où que vous soyez et quoi que vous fassiez, faites-le du mieux que vous pouvez pour ne jamais avoir de regrets. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez. Et pour illustrer, je vais prendre donc l'exemple du football. Aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, beaucoup de footballeurs africains sont allés en Europe parce que un Européen passait par là et a vu les gens jouer et on vous dit c'est devenu une histoire, il a vu. Donc, chaque fois que vous faites quelque chose, comme ces jeunes footballeurs, partout où vous jouez, jouez de la manière la plus correcte, jouez avec tout le talent dont vous êtes capable et toute l'intelligence que vous avez. De la même manière, les jeunes dans la vie, vous ne savez pas. Vous savez, ceux qui vont en religion, souvent, oui, bon, la religion aussi n'a pas le temps de vous expliquer, mais
Je les ai déjà entendus dire dans la religion là-bas que ils ont cette analogie du prince qui reviendrait et des vierges qui ont des cierges qui brûlent et on ne sait pas quand il reviendra. Il faut pas croire, c'est pas comme ça que c'est. Sachez que c'est simplement la chance. C'est ce qu'on appelle la chance. Mais en réalité, en français courant, c'est l'opportunité. Donc, l'opportunité ne s'annonce pas, vous savez pas quand elle va se présenter. Voilà pourquoi vous devez être prêt tous les jours. Et voilà, et être prêt tous les jours, ça veut dire faire correctement ce qu'il y a à faire. Ne pas dire qu'on attend tel ou tel. Beaucoup de joueurs de football ont été engagés à la place de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on est venu superviser Donovan et ce jour-là, on découvre Jean-Michel. Voilà. Bon, parce que c'est Jean-Michel qui faisait les choses correctement. Donc, le conseil que je leur donne est celui-là. Maintenant, de manière plus globale, c'est que les jeunes et les jeunes Africains, quand on leur dit de prendre leur destin en main, interprètent qu'il faut s'attaquer à d'autres, il faudrait chasser tel ou tel. Je voudrais rappeler que quand on a de la qualité, on n'insulte personne. On s'impose par sa qualité. Et ce n'est pas en insultant quelqu'un ou en combattant physiquement quelqu'un d'autre. Donc, il faudrait que nous sachions que tous ceux qui nous disent oui, le passé a fait que, oui, on a fait ci et ça, mais aujourd'hui, il s'agit de montrer que nous pouvons, que nous savons et de démontrer ce que nous savons et ce que nous pouvons. Cela s'imposera tout seul. Donc, il n'y a pas besoin de faire la guerre à qui que ce soit. Sa Majesté, bel Joseph-Antoine, merci infiniment d'avoir répondu à cette invitation. Merci d'avoir partagé vos expériences, vos joies, vos peines avec les millions de téléspectateurs qui nous regardent. Je vous en prie et merci de m'avoir invité.